Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, je vous propose un nouvel interview et c'est Isabelle qui a bien voulu répondre à mes questions. Donc on va parler voyage avec des jumeaux, voyage avec des préados et on va parler aussi un peu expatriation parce que Isabelle vit à Barcelone. Voilà, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Isabelle, bienvenue sur le podcast des parents voyageurs. Alors Isabelle, je vais raconter notre histoire. On s'est rencontrés il y a 2 ans au salon des blogueurs de voyage. Tu étais, côté pro. L'année suivante, je te retrouve côté blogueur. Donc c'était à Lille. Depuis, on est restés en contact jusqu'à ce que tu viennes à Madrid le mois dernier pour me rendre visite dans le cadre d'un événement professionnel. Donc Isabelle, tu es consultante en communication digitale, tu es blogueuse, tu es expat. Donc décidément, on a vraiment tout en commun. Donc là, je suis heureuse de t'accueillir. Tu vas nous parler aujourd'hui de la thématique de voyage avec des jumeaux, d'expatriation, voyager avec des préados. Enfin, on va essayer de faire un mix de tout ça. Alors, Isabelle, est-ce que tu peux commencer par te présenter et présenter ton blog, par exemple? Oui, bonjour Émilie. Donc mon blog est un blog qui s'appelle Famille Barcelone, que j'ai créé en fait au moment, où nous nous sommes installés sur Barcelone en famille. L'idée, c'était, de raconter et notre vie d'expat et donner aussi des conseils pour les personnes qui viennent sur Barcelone en famille. Au fil du temps et comme on est des voyageurs invétérés, j'ai rajouté, dans le blog, la partie sur nos escapades, aussi bien en Catalogne, maintenant en Espagne, puisque je suis venue, te voir, sur Madrid, mais aussi progressivement donc toutes nos escapades à l'étranger et même en France, puisque la France, en tant qu'expat, est devenue pour nous une sorte de pays étranger. Donc ça, c'est mon activité blog. À côté de ça, j'ai aussi, développé avec des partenaires une activité de tourisme familial qui est parfaitement donc en résonance et avec mes activités Mmh. et donc ça s'appelle Barcelona Wink et en parallèle, je fais également donc du conseil en communication digitale. Donc du coup, tu te qualifies comme, quinca, maman quinca de jumelles. Elles Exact. ont quel âge tes filles? Et mes filles ont 10 ans, elles vont sur leur 11e année et moi j'ai fait mes 50 ans. Donc j'ai un parcours un petit peu, atypique et compliqué de procréation médicalement assistée. Et c'est vrai que si je suis famille Barcelone aussi, c'est que, j'ai eu la chance de devenir maman grâce à Barcelone puisque nous avons fait un don d'ovocytes à Barcelone il y a maintenant, presque 12 ans puisqu'elles vont bientôt en avoir 12 et on a attendu, qu'elles aient l'âge de 7 ans pour venir s'installer dans la ville, qui est vraiment notre ville de cœur et pour toujours. Même si on D'accord. bouge plus tard, on ne sait jamais. Oui, vous n'êtes pas fermés à changer On de est ville. super bien, à Barcelone et on n'envisage pas, dans l'immédiat, mais il faut jamais dire jamais. Voilà. Et mais qu'est-ce qui vous est arrivé, il y a 3 ans de vous dire: «Je plaque tout et on se casse vivre à Barcelone», avec des enfants, enfin avec des jumelles de 7 ans? C'était quoi le déclic? On est un petit peu foufou. Heu un gros ras-le-bol, au niveau professionnel. Alors on vivait à Paris, déjà. Bon, ça explique déjà pas mal de choses, même si Paris est une ville géniale, et formidable, qui offre beaucoup d'opportunités professionnelles. Le stress, l'ambiance générale, le et se dire: «Comment je vais élever mes enfants qui grandissent dans une ville qui est si peu kids friendly, en vérité. Mmh. Et qui en fait force en plus les enfants à grandir trop vite. Alors, soyons clairs, Oui, j'aime les grandes villes, c'est vrai.
Donc, je ne serais jamais partie vivre dans une petite ville et je pense que j'y arriverai pas. Après, c'est pareil, il ne faut jamais dire jamais, mais je pense que vraiment. T'es pas à l'abri de retourner vivre, d'aller vivre à Lille. Hein. Alors, Lille, c'est la ville de mon cher et tendre. C'est pour ça que je te dis ça. Une ville qui est géniale, super dynamique, et j'adore les Lillois, j'adore les ch'tis. En revanche, il y a un manque cruel de luminosité. Et ça, pour moi, c'est juste pas possible. Je peux plus. Je peux pas. Ouais, mais maintenant, tu es habitué à la luminosité espagnole et c'est vrai que faire un retour en arrière, je pense que c'est très compliqué. C'est franchement impossible. Je ne pourrais partir que pour une ville ensoleillée en bord de mer. Avant d'arriver à Barcelone, tu savais qu'elle était aussi kid-friendly par rapport à Paris. Pourquoi Barcelone? Alors non, je ne savais même pas qu'elle était aussi kids-friendly. On y avait été quand même plusieurs fois et il y a une espèce à Barcelone, il y a une atmosphère, une énergie, un dynamisme qui fait que c'est une ville. Je suis tombée amoureuse de cette ville, mon mari aussi. Donc, ça s'explique pas, quoi. C'est un coup de cœur. Oui, c'est un vrai coup de cœur. Je pense que oui, c'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre amoureux. Et ça va, ça dure. On a passé le cap des 3 ans avec Barcelone. Très bien. Génial. Maintenant, il faut attendre le cap des 7 ans. C'est ça. Après, on verra. Au demeurant, on avait quand même hésité entre New York et Barcelone. Ah oui, c'est quand même pas. C'est pas la même chose, mais il y a la même énergie. Pas exactement. Non, vraiment, il y a cette même énergie et cet accueil des enfants aussi. Après, c'est une ville de New York, je pense qu'on est, en fait, on est trop vieux pour New York. Le rythme est trop speed. Ici, il y a un rythme, quand on travaille, un rythme qui est quand même soutenu. Mais on est quand même sur un rythme plus calme, plus espagnol et beaucoup moins stressant qu'un rythme new-yorkais. Ouais, tout à fait. La vie en Espagne est quand même beaucoup plus tranquille. Ah, donc, on peut faire du slow life. Sans problème. Sans problème ici. Donc, du coup, tu as voyagé avec tes jumelles quand elles avaient 2 ans et demi. Oui. C'était quoi votre première destination? Alors, elle n'était pas très lointaine, ni très exotique. Au demeurant, nous sommes allés en Bretagne. Mais c'est très beau la Bretagne. Une épopée, mais incroyable, parce qu'en fait, par choix, on n'a pas de voiture. On n'a jamais eu de voiture, et moi encore moins, parce que je n'ai pas le permis. Un vrai choix. Donc, nos filles, en fait, elles avaient, et on a toujours fait au maximum à pied, en transport en commun, et on essaye au maximum de se comporter comme ça. Donc, quand on doit partir, on loue une voiture. Et donc, en fait, c'était globalement leur premier trajet en voiture. Oui. Eh bien, des jumelles de 2 ans et demi qui vomissent pendant un trajet. À tour de rôle, c'est le principe des jumelles, sinon c'est pas drôle. C'était, franchement, je pense que le Paris-New York qu'on a fait quelques années après était vachement plus cool. Et puis, mine de rien, 2 ans et demi, ça signifie quand même d'amener du matériel. Elles avaient encore la poussette double. Alors, on les a enlevées de la poussette et de toute façon, elles ont été dynamiques très vite. Donc, vraiment, à partir de 3 ans, c'est-à-dire que le voyage d'après, elles n'avaient plus la poussette et c'était terminé. Donc, déjà, on s'enlevait du matériel. Quand même déjà, Ouais, elles ont été propres relativement tôt. Donc là, elles avaient encore pour le trajet les couches. Mais pareil, juste après, elles n'en avaient plus. Et ainsi de suite. Mais malgré tout, c'est prévoir le double de matériel et la gestion de quand il y a un enfant qui s'ennuie sur un trajet et quand il y en a 2 en même temps et qui en plus s'entraînent dans l'ennui et c'est pas forcément facile. Et là, bon, l'histoire des vomitos. Oui, parce qu'en plus, 2 ans et demi, c'est vraiment un âge complexe où il s'exprime, où c'est l'âge de la colère, etc. Donc, c'est une période qui est quand même
c'est Terrible 2 fois tout. Donc, oui, j'imagine que ça devait être quand même bien rock'n'roll, quoi. Si on avait attendu autant pour recommencer réellement à bouger, c'est que malgré tout, l'intendance avec 2 bébés, plus la fatigue d'avoir des jumeaux, faisait que finalement, on était restés chez nous. Et est-ce que tu penses que quand même 2 ans et demi, c'est un bon âge pour votre premier voyage? Est-ce que tu Oui, penses que tu aurais pu le faire avant? Est-ce que tu aurais préféré le faire après? honnêtement, avec le recul, je pense que j'aurais pu le faire avant, et même d'ailleurs bébé, parce qu'en plus c'était génial, je les allaitais. Donc je les ai allaités jusqu'à 18 mois. Donc en fait, déjà, j'avais pas l'intendance des biberons ou se poser de la question sur l'hygiène ou quoi que ce soit, se dire est-ce que je prends, comment je lave mes biberons. Moi, j'avais tout à domicile. Donc en fait, rétrospectivement, je me dis qu'on aurait pu partir finalement dès la première année. Mais c'était nos premières. Ça avait été super compliqué pour les avoir. Elles étaient 2. On était peut-être un peu flippés. Et puis Ouais, crevés. c'est normal en fait, tout l'historique, la fatigue, puis vouloir profiter de ses enfants tant attendus finalement. C'était pas la priorité pour vous de voyager, c'était de profiter d'elles et qu'elles soient là et de profiter de ce moment de bonheur, quoi. C'est clair. Donc, juste après la Bretagne, on est allé en Égypte, à Port Galib, et elles avaient passé leurs 3 ans. Et c'était nos premières vacances à l'étranger en famille. Et c'était le début d'une longue série. Et du coup, tu en gardes un bon souvenir de ces premières Oui, vacances? c'était super sympa. Déjà, elles adoraient l'eau, donc en fait, on a passé, alors soyons clairs, à 3 ans, on ne fait pas des choses exceptionnelles avec des enfants. On va aller un tout petit peu se promener. Honnêtement, on est resté beaucoup à l'hôtel, même si on a déjà fait 2-3 excursions avec elles. Ouais, c'est ça, il faut mixer en fait entre le repos pour les enfants et les parents, les Ouais. visites, mais pas trop longues et intéressantes. Mm. C'est un âge un peu compliqué où il faut jongler entre les deux. Et en Ouais. plus, 3 ans, c'est petit, mais c'est grand pour le portage. On peut pas porter. Oui, on porte plus. Ah non, mais 3 ans, de toute façon, elles marchaient super bien. Là, c'est clair, elles ont commencé à bien marcher avec nous. C'est génial. Et vraiment, moi, ce que je dis aux parents, c'est lâcher un peu la poussette. Les enfants, ils demandent que ça de marcher en plus. Il faut lâcher la poussette pour leur donner un peu de liberté. Et derrière, ils vont pouvoir suivre pour faire des randonnées, pour aller faire des visites sans rechigner, etc. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point. C'est que les enfants qui marchent bien sont des enfants qui ont marché tôt. Alors pas tôt dans l'âge, mais tôt où on les a laissés sans poussette, sans portage, où petit à petit on va chercher le pain, on va à l'école à pied, on évite de prendre trop souvent la voiture quand on peut faire les chemins à pied. Et effectivement, petit à petit, ils prennent l'habitude de marcher. Et en fait, quand ils grandissent, après, ils rechignent pas. Les nôtres, c'est pareil, hein, ils ont marché très tard, les nôtres. Et pour autant, ils aiment marcher, c'est des marcheurs. Et même Suzanne, à 2 ans, on avait lâché la poussette et bon, on la porte sur les épaules quand elle en a marre, évidemment. Mais globalement, elle rechigne pas à marcher. Et je pense que tu as raison, c'est exactement les habituer tôt. Ouais. Pour que derrière ils suivent. Ça, c'est hyper important. Puis quel soulagement de voyager sans poussette, c'est quand même, ça change tout, quoi. Au niveau de la logistique, du coup, à 3 ans, finalement, il y a quand même beaucoup moins de choses. Il n'y a plus rien. À 3 ans, il n'y a plus la poussette. Il n'y a plus. Elles étaient propres. Donc, même pas le pot ou le rehausseur. Non, en fait, il n'y a rien. C'était le début de la liberté. C'est clairement, et c'est là où on a vraiment commencé à en profiter en se disant, en partant 1 à 2 fois par an, alors beaucoup à l'étranger, parce qu'on a envie de changer d'air, et qu'on aime bien découvrir. Alors malgré tout ce que peuvent raconter les gens sur le fait de « oui, mais ils ne s'en souviendront pas », alors peut-être pas. Après, moi, j'ai des retours. Elles avaient quoi? Elles avaient 4 ans et au Cap-Vert, elles ont vu des tortues pondre. Elles s'en souviennent. Elles me parlent. Alors après, ce qui est marrant, c'est qu'elles ont des souvenirs des fois qui sont localisés dans des pays différents. Bon, je pense qu'en fait, ils retiennent des émotions et surtout une super ouverture d'esprit.
Bah d'ailleurs, il y a ouverture d'esprit au niveau de l'étranger, mais au niveau de l'humain d'une manière générale. Moi, je me souviens justement de notre premier voyage à l'étranger quand on était allé en Égypte, dans le fameux hôtel. On était hors saison, on en profitait. Et il y avait un autre couple qui était un couple d'hommes qui avaient des jumeaux. Et les filles ont tout de suite compris et capté que bah, c'était deux papas avec des enfants. Et c'est resté, pour elles, il y a cette ouverture qui fait qu'on ne se pose pas de questions de savoir le couple, comment il doit être constitué. Oui, c'est ça, on casse les barrières, il n'y a plus de normes en fait. Il n'y a plus de normes. Elle voit les choses et elle trouve ça normal en fait, parce clair. qu'elle a vu tellement de choses différentes que finalement il n'y a pas de règles. C'est clair. Et puis aussi sur les langues différentes, un enfant, et ça c'est génial, et ça j'adore, un enfant, ça n'a pas de barrière de la langue. Oui. Ils pourront toujours communiquer avec un autre enfant, mais ça c'est impressionnant. Ils sont au parc, ils vont discuter, ils vont se faire d'autres copains alors qu'ils ne parlent pas la même langue. Ça c'est fascinant. Ça me fascine. Alors mais depuis toujours, et elles ont toujours trouvé à parler, à jouer avec des enfants qui ne parlaient pas leur langue. Et ce qui a fait, et d'ailleurs, quand quelqu'un pense à l'expatriation, je fais le lien, et se dit, oh là là, la barrière de la langue. Mais non. Au début, bien évidemment, un petit peu, surtout pour l'apprentissage et à l'école. Mais les enfants arrivent à communiquer. Ils n'ont pas cette barrière que nous, adultes, on peut avoir, et nous, adultes, qui galérons avec l'apprentissage de nouvelles langues. C'est ça. Et justement, le fait qu'elles soient jumelles, quand vous partiez en voyage comme ça, est-ce qu'elles n'étaient pas justement que toutes les deux, ou elles arrivaient quand même à s'ouvrir à d'autres enfants? Je pense que leur caractère et notre éducation font que, en fait, elles se sont jamais d'ailleurs senties jumelles. Donc, en fait, c'est deux individualités. Et donc, du coup, elles n'ont pas du tout le même caractère. Et en fait, alors, elles adorent jouer ensemble, elles adorent s'engueuler aussi ensemble. Mais elles aiment se faire des copains, des copines, et elles ne sont pas en vase clos, en fait. Et donc, du coup, elles font des rencontres avec d'autres enfants, et assez facilement, en fait. Oui, elles sont hyper ouvertes, elles sont pas, non. Elles restent pas entre elles. Ça, c'est. Non, elles restent pas. De toute façon, elles n'ont pas les mêmes goûts. Et en plus, ça leur fait de l'air. C'est-à-dire que, en fait, quand on est jumelles, on est ensemble depuis toujours. Et en fait, rencontrer d'autres personnes et aller jouer avec d'autres personnes, d'autres enfants, apporte une bouffée d'air qui fait qu'elles se retrouvent d'ailleurs plus facilement avec grand plaisir. Alors c'est génial quand on tombe sur d'autres jumeaux ou jumelles, parce qu'il y a une espèce de compréhension et interaction, et je dirais que d'autres couples de jumeaux jumelles se reforment. Maintenant, elles ont 10 ans. Donc, on va commencer à passer en mode pré-ado. Oui. Alors, ça se passe comment maintenant, le choix des destinations? Comment on fait pour voyager avec des pré-ados au niveau de l'organisation? Alors, le choix, c'est pas tant la destination que des choses indispensables sur place. Au niveau du logement, en quasi impératif, il faut une piscine. Alors, ça a à peu près toujours été le cas. Mais là, si je leur annonce qu'il n'y a pas de piscine... Là, c'est crise monumentale. En fait, c'est juste pas envisageable. La préadolescence, parce que oui, elles y sont, je pense, fait qu'elles ont toujours envie, parce qu'elles ont toujours été curieuses, mais qu'il faut les pousser un petit peu plus. C'est-à-dire qu'avant, je disais, ouais, on va faire un musée, elles étaient, ouais, super. Maintenant, c'est, ouais, t'es sûr. Et une fois que je les y emmène, elles sont super contentes. Donc, en fait, voilà, il faut juste avoir la force de dire, on y va, on le fait. Et de répartir le temps des vacances, en fait, en se disant, bon, ok, là, on passe tant de temps à la piscine,
ou à la mer, ou aller faire une activité sportive, parce qu'elles sont quand même globalement bien sportives, bien motrices. Et donc, l'aspect culturel, qui pour moi est indispensable quand je pars en vacances, il faut que je jongle. Avant, je pouvais enchaîner musée, expo, visite d'un château, enfin bon, sans quelle branche. Maintenant, c'est de la négociation. Maintenant, il faut négocier, il faut s'organiser. Donc là, tu as vraiment senti que vous aviez passé un cap, quoi. Vraiment, entre le moment où elles suivent et là où elles commencent à protester un petit peu et qu'on doit commencer à négocier. Mais elles restent quand même partantes. Il faut juste amorcer et on va dire en gros donner envie, leur dire oui, ça va être génial. En fait, donner envie, c'est même pas exactement ça. Faut dire, c'est simple, on y va. Après, parce que donner envie, ça marchait avant. Maintenant, elles sont pas complètement dupes. Donc, en fait, il faut juste dire, on y va et après, on ira faire telle activité qui vous plaît. En fait, c'est plutôt en forme de donnant-donnant. On fait ça pour papa et maman, ou juste pour maman d'ailleurs, des fois. Et en contrepartie, on fera ça plutôt pour vous. Et donc, quelque part, c'est normal aussi. Elles ont droit à la parole et à faire des vrais choix. Et donc, finalement, même si au début, elles ne sont pas forcément emballées par mes choix d'activité, au finish, elles adorent. Pour le moment, ça fonctionne. Donc, moi, si j'ai un conseil à donner aux parents de pré-ados, c'est de dire, on y va. C'est pas d'essayer. Franchement, la négo, ça commence à plus fonctionner. Enfin, la négo, dire oh, tu vas voir, c'est génial. Ils sont plus complètement dupes de nos. Ils ont une vraie conscience. Ils savent qu'ils ont le choix en plus. Oui. Maintenant. Ils ont une vraie place, même s'ils ont toujours eu une vraie place. Mais la possibilité d'émettre des choix, de dire qu'ils veulent faire ci et ça, et qui font partie intégrante des décisions familiales maintenant. C'est ça. C'est-à-dire que maintenant, quand on choisit, on peut choisir un camping ou un logement ou une destination, on en parle ensemble, on fait le point et on check un peu aussi les activités qu'on va pouvoir faire. Et donc, il faut trouver l'équilibre. Mais c'est intéressant, hein. C'est-à-dire que c'est une démocratie familiale, en fait. Mais c'est là où, du coup, le voyage en famille prend tout son sens parce que là où, quand les enfants sont petits, c'est les parents, clairement, qui imposent. Et là, on arrive à un espèce, comme tu dis, démocratie familiale, c'est génial. C'est que tout le monde donne son avis, on construit le projet ensemble. Et ça, je trouve ça beau, quoi. J'avais déjà amorcé ça quand elles avaient 6 ans et qu'on avait passé 3 semaines à New York, où j'avais pris un petit guide et j'avais listé en fait l'ensemble des activités possibles et où j'avais fait choisir. Donc, mais bon, à 6 ans, ça reste un peu influençable un enfant. À 10 ans, ça ne l'est plus. C'est terminé. C'est fini. Il faut leur proposer des activités de qualité, quoi. C'est ça. Mais c'est bien, c'est une exigence. Et c'est vrai aussi, d'ailleurs, que la partie professionnelle du tourisme que je développe, c'est important aussi de penser à des activités pour les préadolescents et adolescents. Parce qu'en fait, déjà, c'est bien quand on pense pour les enfants, parce qu'il n'y a pas il y a un gros développement d'activités à faire en famille, mais on pense en famille pour les plus jeunes. Et oui. Et là, entre 10 et 15, 16 ans, c'est pas forcément facile de trouver une activité qui arrive à correspondre aux envies des enfants. C'est vrai, parce que quand on pense, moi je vois, quand je parle avec les destinations et que je leur demande, vous avez quoi comme activité pour enfants? Ah oui, alors ils peuvent visiter un château, ils peuvent se déguiser, on a des chasses au trésor, etc. Donc moi, ça me va très bien parce que mes enfants sont dans la tranche d'âge, mais effectivement, avec des enfants de 10 ans, 15 ans, la chasse au trésor, t'oublies, quoi. Donc, effectivement, maintenant, il y a beaucoup de casques à réalité virtuelle, des visites avec tablette, des choses comme ça qui se mettent en place. Mais effectivement, tu as raison, c'est quand même encore des choses qui peuvent être évoluées à ce niveau-là, quoi. Clairement. Après, chasse au trésor, je dirais sous forme d'énigme, ça fonctionne. Oui. Après, c'est clair qu'il faut adapter les visites parce que c'est pas
c'est pas encore des adultes et c'est pas des petits. Donc, Ouais. Et puis en plus, il faut leur donner envie, quoi, parce c'est que clair. 16 ans, 17 ans, ça commence, on est vraiment dans le dur de De toute l'adolescence, façon, quoi. ouais, de toute façon, globalement, après 15-16 ans, je pense que ils commencent à partir en vacances sans leurs parents ou à vraiment s'intéresser à autre chose et qu'à un moment, il faut les laisser vivre. Il faut se dire aussi que je pense qu'en ayant fait différents voyages, différents modes de voyage, et puis les voyages, ça peut être chez soi, enfin, ça peut être dans sa ville. Je parle justement de musées, de visites, d'expositions, ça se fait tout au long de l'année. Moi, j'emmène mes filles faire des activités culturelles et ou sportives quasiment tous les week-ends, dans ma ville ou dans ma région. Alors, bon, moi, j'ai la chance d'être à Barcelone et en Espagne, donc c'est un peu facile d'en profiter autour et quasiment toute l'année aisément. Mais c'est vrai que pour donner envie aux enfants d'aller faire des activités et de découvrir des choses pendant les vacances, il faut aussi le faire un peu pendant l'année. Ce n'est pas 15 jours, 3 semaines, un mois de vacances qui vont changer une mentalité. Si l'enfant, par exemple, ne marche pas pendant l'année, on ne va pas lui faire une randonnée pendant l'été. Si un enfant n'a jamais foutu les pieds dans un musée, qu'est-ce qu'il va aller prendre du plaisir à y aller pendant les vacances? Ouais, c'est vivre aussi sur la découverte tout au long de l'année pour vraiment profiter pendant les vacances. Mais oui, tu as raison. Tu as raison. Et puis de toute façon, les villes maintenant, les régions proposent tout un tas d'activités. Il y a quand même un vrai développement par rapport à nous quand on était jeunes. Moi, il n'y avait pas tout ça dans ma ville. Et effectivement, il y a plein d'occasions de sortir ses enfants, leur faire découvrir d'autres univers, des expos gratuites aussi souvent. Et c'est vrai que c'est une ouverture d'esprit qui s'acquiert tout au long de l'année, quoi. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, vraiment pour profiter de ces vacances et ces temps de vacances en famille, pour moi, ça se construit pendant l'année et ça se construit pendant toute une vie, quoi. Je pense que c'est un état d'esprit. Et justement, alors moi j'aime beaucoup ton état d'esprit autour de votre blog parce que tu m'as toujours dit que tes filles, enfin c'est un vrai projet familial en fait, tes filles font partie intégrante du blog, elles choisissent aussi les sujets, elles choisissent les photos, c'est un vrai projet familial. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu fais, comment vous organisez Alors, sur les sujets, malgré tout, je dirais que je suis quand même le rédacteur en chef de notre petite entreprise. Mais effectivement, on en parle ensemble, mais c'est surtout vraiment sur le choix des photos. J'ai toujours fait en sorte, alors je publie quand même des photos de mes filles sur les réseaux sociaux et sur mon blog, mais c'est fait en accord avec elles depuis que j'ai le blog, parce que de toute façon, elles avaient 7 ans quand je l'ai lancé. Donc, elles étaient largement en mesure de choisir si elles voulaient être visibles ou non. Et pour moi, ça fait aussi partie d'un apprentissage de ce que c'est que les réseaux sociaux, sachant que je refuse qu'elles aient un portable avant le plus tard possible. Et que les réseaux sociaux, donc elles ne les découvrent que grâce à moi, mais avec moi et avec le projet Famille Barcelone. Parce que, en fait, certaines photos ne sont pas forcément à mettre, d'après moi. Après, chacun choisit la manière dont il gère les photos, mais en tous les cas, moi, je le fais en accord avec mes filles. Et ça, c'est génial parce que tu as raison, c'est un vrai apprentissage, une vraie approche les dangers aussi des réseaux sociaux pour les jeunes, maîtriser son image. Après, est-ce que tu ne penses pas qu'à 10 ans, elles vont dire oui par l'excitation du projet et finalement, dans 5, 6, 7 ans, vont peut-être même plus dire retourner en arrière Alors, on n'est pas à l'abri. Malgré tout, je fais toujours en sorte de mettre des photos qui ne les ridiculisent pas, qui ne servent leur intimité au maximum. Après, on n'est pas à l'abri, de commettre des impairs. Mais je pense que c'est fait dans la discussion. Et si à un moment elles me disent « Maman, tu m'enlèves tout ça », j'enlèverai tout ça.
Et mon petit mari qui est présent. Et oui, on n'en parle pas. Oui. Il est plus discret, hein, c'est l'homme de l'ombre. Mais en fait, il est présent aussi. D'abord, il prend quelques photos, photographe officiel, et il est également mon correcteur. Il passe systématiquement derrière, et puis il me donne aussi son avis parce que c'est pas évident, d'autant que les blogs, il y a de moins en moins de commentaires. J'ai de plus en plus de retours via les réseaux sociaux en MP et que de commentaires sur le blog. Alors qu'il y a de plus en plus de lecteurs sur le blog. C'est un paradoxe. Mais donc, du coup, on a ce manque de retours. C'est idiot, mais des fois, on aime bien savoir si c'est bien ce qu'on a écrit, si ça a été utile. De plus en plus, c'est pareil. Les filles me disent « Oui, non, mais ça, c'était pas important » ou « Ça, tu devrais en parler un peu plus ». Et je n'exclus pas progressivement aussi peut-être leur faire écrire, elles sont encore un petit peu jeunes, mais d'ici peut-être 2 ans, je leur laisserai peut-être écrire un article de temps en temps sur une thématique qui les intéresse. C'est génial parce que ça fait une approche à la fois du numérique, des métiers du web, etc. Mais c'est aussi une vraie ouverture sur la littérature, sur l'apprentissage du français. Effectivement, il y a aussi cette notion d'apprendre le français quand on vit dans un autre pays. Et l'écriture est une très, très belle approche. Elles ont eu la chance d'apprendre à lire en France, pour le coup, puisqu'elles ont fait leur CP en France. Donc, pour nous, c'est plus facile que pour d'autres expats. Oui, mais il faut le maintenir. Ouais. L'apprentissage est une chose, après, garder le niveau en est une autre. Parce que quand tu apprends à lire à 6 ou écrire 6-7 ans, après, tu n'apprends pas toute la grammaire et la conjugaison à 8, 9, 10, 11, 12 ans. Grammaire que tu apprends plus tard, en fait. Ouais, c'est clair. Alors, elles ont un bon niveau, très bon niveau de français à l'oral. En revanche, à l'écrit, c'est moins bon, fatalement. Mais bon. Oui, fatalement, mais c'est normal. Donc, effectivement, elles lisent aussi bien en français, en espagnol qu'en catalan. Sinon, c'est quoi les prochains projets de voyage ? Alors, pour le moment, on ne va pas partir très loin. Alors, d'ailleurs, depuis, je suis en pleine réflexion d'arrêter de prendre l'avion ou de limiter. En fait, c'est vraiment, alors certes, c'est un mouvement qui commence à arriver. C'est de se dire, est-ce que j'ai besoin de partir loin pour passer de bonnes vacances ? Est-ce que j'ai besoin de faire toute l'année des efforts pour manger bio, faire le moins de déchets possible, acheter d'occasion et pour aller tout foutre en l'air par un billet d'avion? Donc, on est vraiment dans cette réflexion. Cette année, on avait pris le choix de partir en France. On l'a fait en partie en voiture parce qu'on n'avait pas le choix, en partie en bus. Donc, on essaie vraiment de limiter nos dommages sur la planète. C'est une goutte d'eau, ça vaut ce que ça vaut, mais donc on essaie de limiter. Donc, en fait, dans les projets, on a l'Espagne toujours, parce qu'en fait, globalement, on ne connaît que la Catalogne, et encore, on est loin d'avoir tout fait. J'ai découvert Madrid il y a peu. Et là, on envisage peut-être d'aller découvrir les Asturies, la ville de Gijón, par exemple. Et puis, pour des raisons familiales, on va retourner très prochainement à Lille. Oui, donc, au final, il y a une vraie volonté quand même de faire du tourisme local, découvrir sa région, son pays. Bon, nous, on a aussi quelque part beaucoup de chance parce que pour nous, vivre en Espagne, on a aussi beaucoup de choses à découvrir chez nous. Mais effectivement, quand on vient en France, il y a aussi exactement ces mêmes opportunités de découvrir des endroits très sympas, proches de chez soi. On a passé des vacances d'été magnifiques en Aveyron. On a passé a suivi ça, qui est extraordinaire, avec une richesse, une diversité. Alors vraiment, pour la famille, c'est topissime. Parce que vraiment, alors, l'alternance culture, nature, sport, c'est parfait. La région, on était aussi allé à Lille cet été, et la région lilloise, elle est magnifique aussi. On peut pousser en plus, l'avantage c'est qu'on peut pousser en Belgique, on peut pousser jusqu'à la Belgique, on peut pousser jusqu'aux Pays-Bas. Les vacances, en fait, c'est changer de rythme, changer de lieu et changer d'état d'esprit.
Enfin, déconnecter un peu de ça. En fait, il faut casser la routine. En fait, les vacances, c'est casser la routine. Et on peut découvrir et ouvrir son esprit pas loin de chez soi. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et pour terminer, ce super, entretien, je vais te demander, c'est quoi ton rêve? Le rêve pour tes enfants? Moi, mon rêve, il est plutôt pour mes enfants, en fait, hein, et pour mes petites chéries. C'est qu'elles aient toujours le goût de découvrir, d'être curieuses et ouvertes sur les autres. Très important. Un petit mot de la fin pour conclure? Un conseil, un message, que tu aimerais partager aux mamans de jumeaux, préados, ou expats ou Moi, je dirais qu'en fait, il ne faut pas se mettre de barrières. Que se dire qu'un enfant n'est pas capable de faire telle chose ou que nous, on ne sera pas capable de s'organiser. En fait, il y a toujours une solution. L'enfant est super adaptable. Les jumeaux, c'est certes fatigant et vraiment, ça toutes les mamans jumeaux peuvent le savoir, que si vous ne pouvez pas partir tout de suite, vous le ferez plus tard et qu'il faut vous laisser un peu de temps pour vous reposer avant de vous lancer dans l'aventure. Mais l'avantage d'être parent jumeaux, c'est que plus les enfants grandissent, ils ont une autonomie plus importante que les enfants seuls. Et donc, du coup, ça vous facilite la tâche. Quand on est parent jumeaux, de toute façon, on n'a pas d'autre choix que de laisser de donner plus d'autonomie. Parce qu'en fait, on ne peut pas gérer 2 enfants en même temps. Les enfants grandissent plus vite. Oui, parce que finalement, tu te retrouves avec des enfants qui marchent d'un coup, alors que des fois, quand il y a un écart d'âge de 2, 3, 4, 5 ans, on se retrouve avec un qui marche pas. Et des fois, c'est vrai que ça pose problème sur l'organisation d'une journée, alors que là, pour le coup, vous en avez bavé avant, mais presque du jour au lendemain, vous avez une liberté totale. On sort des couches en même temps, chaque étape, une fois qu'elle est passée, elle est vraiment terminée. Mais c'est clair que ça facilite après pas mal de choses, en fait. Il faut tenir les 3 premières années, après c'est génial. C'est rien. Et c'est que du bonheur, parce que même si c'est dur, c'est quand même des moments qui sont uniques, quoi, qu'on n'oublie pas. C'est des moments uniques et c'est des moments à partager et donc vraiment voyager avec les enfants et arrêter de dire qu'ils ne se souviendront pas. Et juste pour, tant pis, je ne sais pas à quel moment tu le mettras, mais moi, mes filles, elles sont allées à New York, elles avaient 6 ans et on faisait 15 km par jour à pied. C'est possible. Nous l'avons fait, tout le monde peut le faire. Non, mais en fait, il faut juste les intéresser. Après, New York, c'est un grand parc d'attractions, en vérité. Donc, il y a tellement de choses à faire et c'est tellement énergisant, excitant que elles avaient la patate. Mais ça, parce qu'elles marchaient depuis toujours. Oui, c'est ça. C'est que c'était pas du jour au lendemain, vous leur avez demandé de faire 15 km. C'est que ça fait 3 ans et demi qu'elles marchaient déjà régulièrement. C'est ça. Super, écoute, merci beaucoup Isabelle pour ton précieux témoignage. C'était vraiment très chouette de discuter avec toi. Tu as une énergie de fou. J'espère que voilà, les auditeurs ont pris plein plaisir à écouter ton témoignage. Je te remercie beaucoup et je te dis à bientôt. Je mettrai dans les notes de l'épisode, bien évidemment, le lien vers ton blog et tes réseaux pour continuer l'aventure Famille Barcelone par la suite. Merci beaucoup, Émilie. Merci à toi, Isabelle. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouveau podcast. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou bien de laisser une petite note ou un commentaire sur la plateforme de votre choix. Ça me permet vraiment de gagner en visibilité. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une belle semaine et à mercredi prochain.